Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la which terre makes entière, me- à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va encore parler sites web et plus particulièrement des outils qui nous permettent de les créer, à savoir les CMS. Alors on va s'intéresser bien sûr à leur fonctionnement, mais aussi et particulièrement aux différences qu'il y a entre les principaux types de CMS, à savoir les CMS qui sont dynamiques et les CMS statiques. Alors pour nous parler du sujet, on a comme d'habitude Philippe, Salut. Arthur, Salut. et on a un petit nouveau qui est là avec nous, Corentin, Salut. alias Coco, qui nous fait sa première ici. T'es content d'être avec nous ? Ouais, bah oui. Toujours les surnoms, Camille. Hein. C'est vraiment. Ah bah moi, les surnoms, c'est super important. Alors du coup, comme d'hab, on va commencer par poser les bases. Un CMS, qu'est-ce que c'est ? Arthur, tu me fais une petite def ? On va dire que c'est un back-office qui permet de générer automatiquement un site web et de le déployer, on va dire, en temps direct. Ouais, C'est l'idée, pas- c'est de pouvoir gérer du contenu. Donc CMS, ça veut dire Content Management System. C'est gérer des contenus et en fait, majoritairement, c'est fait pour gérer des contenus de type web, que ça soit des articles de blog, des articles de site web ou encore des produits sur un site d'OS Commerce. Ok. Et c'est utilisé pour quel type de projet habituellement ? C'est utilisé majoritairement pour tout ce qui est les sites web, tout ce qui est blog, tout ce genre d'outils. On utilise ce genre vraiment des CMS. Du coup, c'est pour les... Enfin, en termes d'appli C'est web, c'est pour les vitrine, sites plutôt... Ouais, les plutôt trucs. vitrine. Aussi vitrine, ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on a créé des CMS ? Parce qu'il y a différentes manières de concevoir des sites web, et CMS, c'est la version un peu plus... C'est le moment de faire le point historique. Ouais, c'est le point historique. Nous vivons tous un moment historique. Donc en fait, historiquement, on crée des sites web en statique, en HTML, avec du CSS là-dessus, et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que on crée souvent des articles ou des choses comme ça qui avaient à peu près les mêmes types de pages, et du coup, on s'est dit on allait pouvoir créer des templates de pages et de pouvoir gérer des contenus qui utiliseraient toujours le même template. C'est un peu le principe d'un CMS, c'est vous avez un contenu source, un template, vous matchez les deux et ça vous fait une page. Et pour gérer cette notion de dynamique, on utilise des CMS type WordPress ou Drupal qui sont toujours associés à une base de données dans laquelle on vient stocker le contenu et qui vont être rendus dynamiquement quand vous accédez à une page par l'intermédiaire d'un template. Et du coup, tu parles de... T'as cité WordPress, Drupal. C'est un type de CMS, mais je comprends qu'il y en avait plusieurs. Voilà, alors les CMS généralement, historiquement c'est des CMS plutôt dynamiques, c'est-à-dire avec une base de données derrière, donc qui va être dynamique, c'est-à-dire qu'on peut dynamiquement aller sur le CMS, créer une page presque comme avec un Word et générer une page automatiquement sur le site. C'est ce qu'on va appeler un CMS dynamique, à contrario d'un CMS statique où en fait on va utiliser des outils de type CMS, potentiellement une base de données, mais qui va générer un site statique qui sera pas dynamique, c'est-à-dire qui n'aura pas de base de données à la fin. Et tout ce qui est CMS, du coup, ça a été au final créé peut-être pour que l'utilisateur prenne un peu plus la main sur les sites, non ? Voilà, l'idée c'est que les utilisateurs finaux, que ce soit le service marketing, le service communication, n'importe quel service, puissent eux-mêmes éditer du contenu sans passer par la case informatique. Parce que si on rentre un peu dans les CMS un peu classiques qu'on connaît, donc tu as cité WordPress, Drupal, moi j'ai utilisé en tant qu'utilisateur un peu lambda du market, et c'est vrai que il n'y a pas besoin de coder, quoi. Il n'y a pas besoin de... Sauf si tu veux mettre en place le site, faire des choses comme ça, mais juste pour créer des nouvelles choses. Voilà, normalement ce qui se passe, c'est que vous avez l'interface fait tout, quoi. une phase de conception du site où il y a la création des templates, des différents types de contenu, et après vous avez l'édition du contenu à proprement parler qui normalement peut être fait par un utilisateur lambda. Donc vous retrouvez souvent dans ce genre d'outils un éditeur, ce qu'on appelle WYSIWYG, What You See is What You Get, c'est un éditeur dans lequel vous allez pouvoir éditer du HTML en mettant en milieu, à droite, en haut, à gauche, en vert, en gras, ce que vous voulez. Et ça derrière, c'est régénéré dans une base de données pour pouvoir faire votre page web finale. Ok. Et ça, théoriquement, c'est censé être accessible au plus grand nombre. Ok. Mais de toute façon, pour moi, au final, si on veut vraiment avoir un site CMS statique type WordPress correct et fait pour une utilisation, on va dire, grand public, il y aura forcément soit un expert WordPress, soit un développeur qui va passer derrière pour customiser, en fait, pour mettre du JavaScript, par exemple, pour ajouter du dynamisme, pour avoir des règles CSS un peu plus poussées. Un utilisateur lambda type Camille,
Je sais pas si tu as fait des sites de A à Z. Non, mais il y a toujours besoin d'avoir quand même une gestion de contenu, un expert derrière pour aller te monter ton site. Merci Corentin des fois. Mais ouais, non, si tu peux pas tout faire de A à Z, tu as toujours besoin d'un dev derrière. Il faut derrière. quand même la logique dev, il faut connaître les langages de programmation, comment ça marche derrière. Alors que justement le principe du CMS c'est de pouvoir abstraire toute cette partie code et cette partie site et juste en fait créer des pages Word en fait qui s'afficheront automatiquement. Mais pour mettre en place le site, il faut quand même des connaissances. Donc la complexité informatique n'a pas disparu, elle est juste un peu masquée par l'outil qui permet de gérer ces pages. Et puis elle permet aussi, parce que typiquement, on en parlera plus tard un petit peu des CMS statiques. Là, typiquement, quelqu'un de lambda peut pas mettre à jour des données sur un site sans y connaître un petit peu. Sur un CMS statique ? Ouais. Sur un CMS statique, c'est possible, mais c'est un poil plus compliqué. En tout cas, ça demande une architecture un peu différente. Un peu différente. Parce qu'il y a une manière de travailler un peu... Du coup, si on parle un peu, donc si on finit un peu sur tout ce qui est WordPress, etc. Donc WordPress, c'est super, c'est utilisé par énormément de boîtes pour faire surtout donc on l'a dit pour des sites vitrines. Pour info, je crois que j'avais lu une statistique et je crois que c'est combien ? Un truc plus de 50%. Plus de 50% des sites web dans le monde, c'est fait avec ça. Donc une chance sur deux que vous allez sur un site web, vous tombez sur un WordPress. C'est fou quand même. Ouais, c'est complètement dingue. Ça fait combien de temps que ça existe WordPress ? Une dizaine d'années ? Ouais, 10-15 ans. Plus de 10 ans. C'est open source un peu aussi, il me semble. Ouais, c'est un projet open source en PHP là-dessus. Donc c'est une techno qui est éprouvée quand même. Ça marche puisque 50% des sites web sont faits avec ça. Après, ça a plein de limitations intrinsèques. Peut-être qu'on en parlera. Ouais, tiens, tu peux y aller. Ouais, justement, pourquoi est-ce que maintenant, nous, c'est vrai qu'on est plus sur les CMS statiques parce qu'on a vu qu'il y avait des petites limites sur WordPress. Alors, il faut comprendre, donc le CMS dynamique, par définition, c'est des templates avec une base de données. Et entre les deux, vous avez un langage qui permet d'interpréter le template et d'aller injecter les données de la base de données. Ça, généralement, c'est fait systématiquement à chaque fois que vous accédez à une page. D'accord ? Donc c'est un traitement qui, comme tout traitement, peut prendre du temps, peut prendre un peu de charge CPU, peut prendre un peu de temps de base de données. Et du coup, en termes de performance, c'est jamais forcément idéal. Pour pallier à ces problèmes, il y a plein de solutions qui existent, mettre des caches ou des choses comme ça. Néanmoins, ça nécessite, quand vous avez un WordPress, d'avoir au moins un serveur qui soit capable de faire des traitements de données là-dessus. Et du coup, c'est plus compliqué de le mettre à l'échelle, de le distribuer dans le monde entier, d'avoir des réplications, d'avoir de la sécurité, parce qu'il y a cette capacité de traitement. Donc ça, je dirais que c'est la limite du système, c'est qu'on voit bien qu'un WordPress, c'est pas si simple que ça de le faire passer à l'échelle sur 10 000 utilisateurs en parallèle. C'est assez compliqué même. Et bien s'ajouter à ça des problèmes de sécurité, parce que comme c'est le CMS le plus utilisé du marché, les hackers se font une joie d'aller essayer de trouver des failles dans le code. Donc même si le corps de WordPress est assez bien sécurisé, après à chaque fois que vous installez des plugins pour ajouter des fonctionnalités, c'est pas évident de sécuriser tout ça. Donc c'est très fréquent que des sites se fassent hacker avec ce genre de technologie. Même si de base c'est pas mal sécurisé, c'est juste que comme tout système largement utilisé, il est largement attaquable. Surtout qu'en plus on peut accéder au back-office de WordPress directement depuis le web. On n'a pas besoin de passer par une interface SSH ou quoi que ce soit, c'est vraiment on peut accéder à l'administration de son site depuis en fait la page même du site WordPress, ce qui rajoute une couche de sécurité en moins quoi. Parce que n'importe qui peut détruire le site en fait depuis la page d'administration. Enfin, n'importe qui. C'est vrai que pour avoir vu un peu des sites faits sur WordPress, t'as tendance quand même vite à télécharger des plugins et des plugins et des plugins, et après t'as les problèmes de mise à jour aussi. Ah ouais, les problèmes de mise à jour, c'est cauchemardesque sur ce genre d'outils. Ça se passe très bien au début, mais après il suffit que vous utilisiez un plugin qui est plus utilisé, qui se met plus à jour, et ça devient vite très compliqué. Tu reviens un an après ton projet WordPress, t'as la liste des plugins, il y a des points d'exclamation partout, attention mise à jour, attention mise à jour plus disponible. Et ce qu'on dit sur WordPress c'est tout à fait vrai sur Drupal ou d'autres technos. Oui. WordPress est peut-être à mon sens le moins mauvais dans ce type d'outil. Parce que du coup vous avez testé un peu Drupal. Ouais. Quand j'ai testé t'aimes bien WordPress. Ouais, c'est méga compliqué à maintenir en fait. Parce que dès que par exemple un client te demande une modification et tout, c'est presque impossible à facilement la faire et après la mettre en prod en fait. À chaque fois, il y a toutes les configurations à reprendre. Après, il y a tous les plugins qu'ils installent par-dessus. Par exemple, le plugin pour justement pas accéder à l'URL pour se connecter en administration, en fait. Il y a de rajouter un plugin pour ça.
Donc ça alourdit encore. Après, un plugin pour la sécurité, un plugin pour le cache. Donc, Et vous vous retrouvez facilement avec une trentaine de plugins. oui, après, c'est ingérable. Après. Ce qui est intéressant dans ce que dit Corentin, c'est que c'est très compliqué de passer d'un environnement à un autre environnement. C'est-à-dire quand vous êtes sur un environnement de développement où vous faites votre développement, pour passer sur un environnement de test et de prod, il y a plein d'actions manuelles, c'est difficilement automatisable. Et ça, c'est assez compliqué dans le standard d'industrie de l'informatique de pouvoir passer d'un environnement à un autre de manière simple pour aller jusqu'à la production avec tous les tests unitaires qui vont avec. Donc ça, pour ça, c'est pas fondamentalement fait pour faire ça. On a beaucoup parlé de WordPress et du coup de ses limites. Je m'interroge en termes de vraiment de développement et de fonctionnalités qu'on pourrait vouloir mettre dans un WordPress. Est-ce qu'il y a des vraies limites par rapport à ça? Après, le problème, c'est que vous pouvez faire du custo autant que vous en voulez, parce que vous avez un langage de programmation qui est dans le cas de WordPress PHP. Ouais. Mais le problème, c'est que très rapidement, vous faites des modifications dessus, et très rapidement, comme le disait Corentin, dans le temps, c'est très difficilement maintenable, parce que d'une part, WordPress évolue à la manière dont il a envie d'évoluer, les plugins aussi, et votre code, vous êtes obligé de le faire un petit peu évoluer à ce rythme-là, qui n'est pas forcément votre rythme à vous. Ok, pour WordPress, vous avez déjà testé un peu Drupal? Ouais, Drupal, c'est pire. Drupal, c'est encore pire. Moi, j'ai testé en tant qu'utilisateur, juste pour ajouter du contenu, etc. C'est vrai que dès que tu veux modifier quelque chose, la plateforme est juste imbuvable. Ouais, c'est imbuvable. On passe plus de temps à chercher où sont les paramètres de machin, et on perd beaucoup de temps. L'interface est très 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 mal faite. Je me rappelle, en cours, on avait eu un TP spécial CMS, justement, où on avait, je crois qu'il y avait 5 CMS différents, et c'était en gros, c'était par rapport à la difficulté, et en fait WordPress c'était en mode très facile, et après t'avais tous les autres CMS, Drupal, il y en avait d'autres, j'arrive plus à m'en rappeler, et ils étaient tous en mode difficile. On avait fait du Joomla aussi, etc. Et ouais, vraiment WordPress c'était en mode, si vous voulez vous amuser, prenez WordPress, et si vous voulez vous faire souffrir, allez-y, prenez les autres, parce que c'est horrible, etc. Et moi je me rappelle quand j'avais pris un des pires, et c'était vraiment, c'était imbuvable, on n'avait rien compris, c'était vraiment, je me rappelle plus du nom, mais c'était... Des fois, c'est pas ultra intuitif. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a que WordPress en fait qui a réussi son coup de CMS, on va dire utilisable par n'importe qui en fait. Facile d'accès. Du coup, ce qui nous vient aujourd'hui, donc à parler d'un autre type de CMS, donc les CMS statiques. Alors, Philippe, c'est quoi la différence? Alors en fait, les CMS statiques, on peut voir ça comme une régression par rapport à un CMS dynamique, puisque du coup, il n'est pas dynamique, il est statique. C'est-à-dire que grosso modo, toutes les pages sont générées une bonne fois pour toutes. C'est au moment généralement de la phase de développement ou de test, et après votre site, ça revient à être un site ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire que toutes les pages sont générées, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien. Et grosso modo, votre site web ne devient juste qu'un ensemble de fichiers qui sont disponibles à travers Internet. Donc l'idée principale, c'est que ça reste un CMS, vous avez toujours la possibilité de manager votre contenu dans ce qu'on va appeler un format pivot, d'éditer un peu votre contenu, et derrière vous avez le même mécanisme que des templates, ce que vous retrouvez sur WordPress ou Drupal, mais ça va être, la génération des pages va être faite une bonne fois pour toutes en centrale avant la mise en production. Ce qui a beaucoup d'intérêt, c'est que déjà d'une, vous pouvez tester, puisque vous avez une phase entre guillemets de compilation de votre site web, et après en termes de déploiement sur Internet, vous n'avez pas la nécessité d'avoir un serveur qui a une capacité de traitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PHP, vous n'avez pas besoin d'avoir une base de données, vous avez juste besoin d'un répertoire partagé. Typiquement, vous pourriez potentiellement le faire sur un Dropbox ou équivalent. Finalement, votre site redevient ce que ça a été pendant des années, c'est-à-dire des fichiers HTML, des fichiers CSS et des images. Au final, c'est un peu comme un site, comme ce qu'on fait en Angular ou en React ou n'importe quoi. Ça devient juste un dossier où tu peux mettre n'importe où sur du cloud, même en local, tu peux le tester facilement. Il n'y a vraiment besoin de rien du tout. Et le il y a deux intérêts majeurs. C'est d'une, en termes d'hébergement, ça coûte rien, puisque vous avez juste un fichier à disposer sur Internet. Ce qui permet d'avoir une scalabilité gigantesque, parce qu'un fichier, vous pouvez le dupliquer sur N serveurs très facilement, il n'y a pas de problème de session, de réplication. Vous pouvez faire un truc qui soit extrêmement rapide. Et en termes de sécurité, il n'y a que des fichiers, donc il n'y a rien qui puisse être piratable, puisque c'est que des fichiers. Donc vous avez en termes de sécurité et de maintenance quasiment zéro à faire, quoi. Et ça, c'est hyper agréable, quoi. Et à contrario, du côté des limites ou des points plus négatifs? La principale limite, c'est que c'est pas dynamique, et du coup, vous pouvez pas avoir le service marketing qui en live vient faire une petite rajout d'une page. Il faut forcément passer par une phase de compilation du contenu pour aller générer le site. Et du coup, le contenu, tu le crées comment en fait? Alors le contenu, on le crée selon le mécanisme d'un format pivot. Donc vous avez un format pivot en fonction des différents CMS. Soit vous prenez un format type Markdown ou JSON, ou vous pouvez même prendre des formats avec une base de données.
Et après, c'est un format ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'il est neutre par rapport à la manière dont il va être généré par la suite. C'est juste, vous écrivez votre contenu et vous vous focalisez sur je fais un titre 1, titre 2, titre 3, une liste, ce genre de choses. Ok. Et le Markdown, c'est quelque chose qui est... Ouais, le Markdown, c'est le simple, truc à la mode depuis 5-7 ans, parce que du coup, ça permet, c'est ce qui est derrière les moteurs de wiki, ce genre de choses. Ça permet d'écrire très facilement un texte en mise en page, sans se poser 50 000 questions existentielles. Ouais, du coup, pour moi, ça soulève une question et un point négatif, c'est-à-dire que là, au final, tu rajoutes une étape en plus quand tu veux éditer du contenu. Par exemple, si t'es un marketeur qui veut alimenter son blog, mettre un nouvel article, il est obligé de se dire, faut que je fasse appel au dev pour mettre à jour le site. Voilà, alors tu vas pas forcément faire appel au dev, mais tu vas au moins faire appel à une plateforme d'intégration qui va prendre ton contenu, le générer en statique, en HTML et aller le publier sur la plateforme. Donc effectivement, c'est une vraie contrainte, et ce que tu dis là est parfaitement vrai, mais en fait on perd en facilité ce qu'on gagne après en maintenance, en performance, en agilité. Donc les deux solutions, que les CMS statiques ou dynamiques, elles s'opposent, mais elles ont des forces et des faiblesses chacune là-dessus. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans 80% des sites web sur Internet, ils sont jamais mis à jour, ou au-delà, quand ils sont mis à jour, c'est une fréquence d'une fois par semaine, une fois par mois, quoi. Donc finalement, c'est une fréquence tellement faible que est-ce bien malin d'avoir une base de données et un PHP qui tourne tout le temps pour en fait un truc qui va être amené à changer très peu souvent. Genre prenez une boîte classique, son site de vitrine, combien de fois il évolue par mois ou par an? Très très peu. C'est pas énorme. Ouais. Sur les blogs, c'est quand même un autre sujet, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sur les sites vitrines, normalement tu mets pas souvent à jour. Mais si on peut du coup les comparer un petit peu plus dans le détail sur tout ce qui est performance, par exemple, on a pu faire des tests de perf sur l'affichage des pages. Ouais, alors là c'est flagrant, c'est stratosphérique. Ouais. sur un WordPress bien configuré avec des caches, tout ce que vous voulez, vous obtenez une page qui va au mieux du mieux commencer à charger en 100 millisecondes, 150 millisecondes. Là où sur un CMS statique là-dessus, vous pouvez descendre à 10 millisecondes. Donc vous avez un rapport x10, x20 en termes de rapidité et d'exécution. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que Google fait de la rapidité un des principaux axes de son référencement. Je vais dire, pour le référencement, on voit vraiment du coup une différence, c'est plus propre, non ? L'utilisateur, il voit forcément une différence. Après le référencement, il faudra être dans l'algorithme de Google, mais en tout cas, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème de pair, vous aurez des très bons index là-dessus. D'accord. Et c'est plus simple de l'optimiser avec tout ce qui est les balises méta, etc. C'est plus propre. Parce que je sais que WordPress de base, quand tu l'installes, il te rajoute plein de lignes de partout qui servent. Ouais, alors ça c'est pas un problème de CMS statique ou dynamique, c'est effectivement WordPress te génère du HTML qui vaut ce qu'il vaut. Les CMS statiques, c'est pareil, c'est toi qui génères le HTML, donc tu choisis un peu ce que tu veux, mais du coup tu peux faire un truc très propre, quoi. Ok, donc t'as plus la main dessus. Au démarrage, en tout cas, on te met moins de trucs contraignants. Ok, et du coup, côté déploiement, tu parlais tout à l'heure, tu peux mettre ça sous Git, du coup, le CMS statique. Voilà, en fait, le gros intérêt du CMS statique, c'est quand vous n'avez pas de base de données, pas de moteur d'exécution, vous pouvez tout mettre sur un gestionnaire de sources, donc Git, SVN, peu importe. Et derrière, depuis ce gestionnaire de sources, vous pouvez compiler le site web et aller le déployer en DevOps, soit sur des conteneurs, soit sur Amazon, soit sur Azure, peu importe. Et du coup, vous avez vraiment la possibilité d'utiliser votre pipeline d'intégration continue, ce qui n'est pas du tout possible avec un WordPress ou un Drupal. Pas du tout ? Non. Du coup, tu fais comment ? Tu fais à la mano. Un Corentin. Ça, c'est horrible. Et du coup, ça se passe comment à la mano ? Tu copies tes templates, après tu vas faire ton paramétrage, c'est compliqué, quoi. Ça doit prendre un temps fou. Ouais, c'est super pénible. Et en plus, t'es pas à l'abri de te planter. C'est fou qu'ils aient pas prévu ça, parce qu'au final... tu peux, sur certains plugins, exporter la configuration, mais pas sur tout. D'accord. Ouais, mais que le site entier, tu puisses pas exporter une configuration globale, je sais pas, JSON, YAML ou quoi que ce soit, parce qu'au final, ça fait ça marche jamais, t'as des ouais, ça fait un petit moment que c'est quand même au centre de l'attention, quoi, l'intégration continue. Mais le cas d'usage d'un WordPress, c'est le blog de la Michu qui fait des recettes, tu vois, il se peut se passer ce genre de questions. Normalement, t'as pas 4 environnements quand tu fais des blogs beauté. C'est ça. Normalement, non. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, côté sécurité, du coup, les CMS statiques, ça... côté CMS statique, comme je le disais, en fait, c'est comme vous générez un truc statique qui, par définition, ne peut pas être modifié, à la différence d'un CMS dynamique, vous avez quasiment zéro faille de sécurité intrinsèque, en tout cas, à la technologie. Les failles, après, c'est le serveur, mais ça... Ça, c'est un autre sujet, ça peut être porté par... Et donc, on a parlé de WordPress pour les dynamiques. Pour les CMS statiques, t'avais testé Hugo ? Alors nous, on utilise pour notre blog, on utilise Hugo. Vous avez grosso modo un CMS statique par langage,
Donc vous pouvez aller regarder, Jekyll, il y en a plein en fait en fonction du langage que vous avez envie d'utiliser, que vous soyez en JavaScript, en Java, en Go, en Node, ce que vous voulez quoi. Et du coup, c'est comment? C'est du templating classique? Tu C'est crées du ton templating HTML, tu mets classique, des balises... c'est exactement ça. En fait, ça ressemble à du templating, ce que tu peux retrouver sur du Angular, Ouais. en fonction des CMS, et derrière tu viens juste templater ton contenu. Ok, d'accord. Et c'est facile à prendre en main. Enfin, C'est très facile à prendre en main pour des équipes de dev. Ouais. Oui. Après, pour un service marketing, non, c'est trop compliqué. c'est plus compliqué. Et niveau communauté, parce qu'au final, c'est assez récent, non? Je me ça rends pas fait- bien compte, en fait, j'en avais jamais entendu parler avant le podcast et avant que que le blog soit mis à jour. Et c'est vrai que pour moi, c'est récent, mais je sais pas, ça se trouve Non, plus ça vieux, fait quand même quelques années qu'il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question de l'intelligence de faire tourner des serveurs pour des sites statiques. Et du coup, ça fait quelques années, il y en a plein qui D'accord. existent. Au niveau communauté, du coup, c'est Et agréable. du coup, c'est suffisamment agréable. Mais encore une fois, c'est pas destiné à faire des trucs très compliqués non plus. Oui. C'est pas destiné à faire Oui, ça reste du HTML, Amazon, du ou JS, c'est pas ouais. destiné à faire un site de vente en ligne hyper compliqué. Quoi. C'est pas J'allais dire, l'objectif. au final, on conseille pour quel type de projet? Blog, site statique. Et encore blog, c'est pas si tu sors Encore, un ça article dépend. par jour. Hein, oui. Ouais, ça dépend de la vraiment fréquence. Oui, pour les gros blogs. C'est ça. peut-être Dépend pas. de... Mais pour un site Portfolio, vitrine c'est d'une pas entreprise, mal. oui, un portfolio d'un graphiste, enfin ce genre de trucs, complètement. Ça va bien. Ou des gens qui ont des vrais problèmes de performance, et là ça a du sens, ou des gens qui ont des envies d'avoir un pipeline de développement un peu poussé. Oui, parce qu'au final, on parle de pipeline de développement d'étape en plus, mais ça se fait en quelques secondes. Oui, c'est Donc quelque chose. on peut facilement redéployer son site plusieurs fois par jour. L'utilisateur le verra pas parce qu'au final tout est caché, etc. Ouais. Donc tu peux très bien, même si tu fais 10 articles par jour, utiliser un CMS statique Ah ouais, et complètement. déployer 10 fois par jour. T'appuies sur un bouton, ça déploie. Mais par c'est bien contre, fait. Voilà, c'est exactement le cas, mais par contre ça nécessite d'être un peu Oui, d'être... développeur, quoi. Oui, ça c'est sûr. Que le service marketing, il peut cliquer à côté du bouton. C'est ça. C'est quand même, il y a le bouton start et le bouton stop. Donc Ouais, faut quand c'est- même appuyer sur start et puis pas appuyer sur stop. Ouais, je veux dire, après le Markdown, bon, c'est. Je veux dire, si on veut éditer un peu les choses soi-même, c'est pas non plus. En fait, c'est tout le but, c'est que en fait, les gros problèmes des CMS dynamiques, c'est que le marketing essaye de faire des mises en forme dedans, et en fait, le contenu, c'est pas fait pour porter la mise en forme. Et du coup, c'est pour ça que généralement, ça peut péter les sites web et compagnie. Du coup, c'est un désavantage de pas pouvoir le faire en Markdown, mais c'est un vrai avantage pour la cohérence du site. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas une autre étape avec une couche en plus où on pourrait faire des CMS statiques dynamiques, c'est-à-dire où un CMS dynamique génère un CMS statique qui va générer cette page arrière, histoire de permettre aux équipes marketing. Ouais, bah après, il y a toujours... Après, t'as des trucs en ligne qui te permettent de convertir tes Word bien mis en forme en Markdown, etc. On n'arrête pas le progrès. En fait, c'est toujours pareil, une technologie, elle part avec un idéal, et puis petit à petit, elle se renie, et comme tu dis, bientôt, on va avoir des CMS statiques dynamiques, Ouais, c'est ça ne ça. viendra même plus, tu vois. Il y a toujours plus d'utilisateurs et d'abstractions. Bon, du coup, nous, on vote plutôt pour les sites CMS statiques. Ouais, si Pour vous la avez un suite, site vitrine de référence ou compagnie, allez-y. C'est plus simple. Alors, c'est plus Plus simple et c'est mieux. C'est mieux. C'est plus simple, je n'irai pas jusque-là, parce que surtout si vous êtes Je pas voulais dire, au développeur. final, mais on c'est n'a mieux. pas. On n'a pas. Enfin, tout ce qui est WordPress et les CMS dynamiques, on leur donne pas un point positif en plus que les CMS statiques. Quoi. Bah, à part qu'ils soient dynamiques. À part qu'ils soient dynamiques, c'est le. Parce que oui, on n'a pas parlé de ça, mais du coup, qui dit retirer le dynamisme, tout ce qui est formulaire, tout ça. Voilà, alors ça un gère. autre point négatif, c'est qu'on peut pas faire de trucs dynamiques. Donc vous pouvez pas faire de formulaire de contact ou de moteur de recherche. Mais par contre, vous avez d'autres solutions qui permettent de gérer ça avec le CRM de l'entreprise, ce genre de choses. Donc c'est pas vraiment un point négatif là-dessus. Tu peux le C'est juste qu'il contourner. faut le quoi. faire autrement. Ouais. Voilà. Faut rester dans la philosophie de l'outil. Et typiquement, un CMS comme Hugo, ça met combien. Enfin, si tu veux faire un site vitrine avec 5 pages, ça met combien de temps à monter? C'est long ou... Non, vous démarrez votre site, c'est comme WordPress. Hein. Vous le démarrez, vous avez un site. Après, vous choisissez votre thème et après, vous personnalisez Donc votre thème. t'as déjà des thèmes. Il y a pareil, il y a une librairie de thèmes comme sur WordPress. Pour démarrer un site, un blog, ça prend, je sais pas, 2 heures, quoi. Voilà. Après, dès que vous voulez faire un peu des templates de pages, ça prend le temps de faire les templates de pages. C'est pas plus long que faire du WordPress. Ça marche. Bon, bah, si vous avez rien à ajouter sur le sujet, je pense qu'on peut clore en disant Si, que. juste un dernier point, t'as c'est un point. qu'on peut migrer facilement d'un WordPress vers un CMS statique et d'un CMS statique vers un WordPress. Comme vous avez des formats pivots entre les deux, on peut migrer facilement de l'un à l'autre. D'accord, c'est cool ça. Ah, ils ont prévu le, Ouais. ils ont prévu le coup. Bon, bah, c'est bien. Du coup, bah, si vous avez un WordPress et que vous ne mettez pas à jour Venez chez souvent, Hugo. venez chez Si vous avez Hugo. un WordPress qui est lent et que vous n'arrivez pas à mettre à jour et que votre équipe de dev vous dit ah c'est la version 5, j'arriverai jamais à la mettre à moins de 150 jours de développement, posez-vous la question de est-ce que c'est bien malin d'avoir un CMS dynamique pour faire ça. On peut aller chez Hugo. Non, il y en a plein d'autres, hein. Faut pas de pub pour Hugo. On n'a pas du tout de part chez Hugo, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est clair. Bon, bah, du coup, maintenant, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule.
Arthur, t'avais un petit coup de cœur à nous partager. Coup de cœur, ouais, je faisais pas mal d'Angular jusqu'à maintenant, beaucoup de React maintenant, et franchement React au début techno web classique, et plus j'en fais, plus je me rends compte que c'est hyper agréable. C'est une autre vision du web qu'Angular, même si au final c'est plus ou moins pareil. Angular c'est un framework à part entière, alors que React c'est plus juste une librairie JS, c'est juste des fonctions JS, et franchement hyper agréable, logique totalement différente, mais c'est bien de penser différemment, je trouve. Et du coup, je conseille pour les gens qui aiment bien le web, qui n'ont jamais essayé de React, de se lancer dans React à la rigueur. Peut-être qu'on en fera un podcast à part entière. Ouais, du React, ce serait pas mal d'en parler un peu plus, ouais. Mais parce que c'est vachement différent d'Angular au final. Enfin, je vais te dire que Angular c'était vachement structurant et React t'es plutôt ultra libre. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on a déjà ce système de composants sur Angular, mais là, on est vraiment sur un niveau encore plus précis, où en fait, tu fais vraiment limite chaque balise au niveau de React, et chaque balise a son propre cycle de vie, se réactualise automatiquement en fonction de ce qu'on appelle un state, donc un état. T'as des états globaux, etc. Et en fait, c'est totalement différent, faut tout réapprendre, on va dire, plus ou moins tout réapprendre ce que tu pensais du web, mais c'est pas moins bien, ou... C'est juste différent d'Angular et c'est vachement cool. Bon, bah voilà. alors... Je le conseille ceux qui hésitaient, qui disaient ouais, Angular c'est mieux, essayez React. Parce qu'avant je pensais Angular c'est mieux, mais au final, les deux se valent. Les deux se valent du coup? Les deux valent. C'est modéré. Ton cœur penche pas d'un côté. Pour l'instant, les deux se valent. Après, voilà, on en reparlera au prochain peut-être React. Ça marche. Merci Arthur du coup pour ce coup de cœur. Et puis merci à vous tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à bientôt pour un tout nouveau podcast. Salut! Ciao! Bye!